Bienvenue dans Voices from the Field ou Voix du terrain en français. Histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala, je suis médecin généraliste, scientifique social, chercheuse en santé maternelle et infantile et doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Dans cette série, je partage des histoires vécues en milieu rural, des histoires vraies, portées par ceux qui soignent, ceux qui suivent et parfois ceux que nous perdons. Des histoires qui montrent que la santé rurale n'est pas seulement un enjeu médical, mais une question de justice, de dignité et de responsabilité collective. Aujourd'hui, pour ce 9e épisode, je veux vous raconter l'histoire d'un petit garçon de 3 ans, un enfant nommé David. Son histoire est douloureuse, mais elle est nécessaire, parce qu'elle révèle avec une clarté implacable comment un système de santé peut échouer à différents niveaux. C'était un lundi après-midi, j'ai entendu un cri profond, chargé de terreur, le genre de cri qui vous annonce, avant même de voir la scène, que quelque chose de grave est en train de se passer. Marie, la mère de David, est entrée en courant avec son fils dans les bras. C'était un petit garçon de 3 ans. Il était d'une pâleur que je ne pourrais jamais oublier. Ses lèvres étaient presque blanches, ses yeux entr'ouverts vides, il ne pleurait même pas, il ne réagissait presque plus. Marie pleurait et disait « Docteur, aidez-moi, la fièvre ne descend pas depuis 3 jours. » Nous avons installé David. En quelques secondes, j'ai compris que c'était un paludisme grave, forme anémique, un tableau où chaque minute compte. Pour le contexte, lorsque je travaillais à Bétou, l'une des premières causes d'hospitalisation pour les enfants était le paludisme. Donc avec l'habitude, on se rassurait toujours d'éliminer le paludisme dans notre démarche diagnostique avant de penser à d'autres pathologies. Après avoir fait le test rapide pour le paludisme, nous avons bel et bien confirmé notre diagnostic. Il s'agissait d'un paludisme, mais un paludisme grave avec une forme anémique. Nous avons commencé immédiatement le traitement. Son taux d'hémoglobine était très bas, à peine 3 grammes par décilitre. Le paludisme avait détruit son sang. Le traitement seul, sans transfusion sanguine, ne suffirait pas. Il avait donc besoin urgemment d'une transfusion sanguine. À Bétou, on n'avait pas de banque de sang. Donc à chaque fois que quelqu'un avait besoin de sang, il fallait appeler la famille, les amis ou les voisins jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un de compatible. Tout ça dépendait donc du type de groupe sanguin. Les types de groupes sanguins les plus répandus avaient donc plus de chances d'être trouvés que les types les plus rares. Le groupe sanguin de David a révélé qu'il était du groupe B négatif, l'un des groupes les plus rares dans notre région. Dans un centre rural sans banque de sang, c'est comme entendre une sentence de mort. Nous avons testé plusieurs membres de la famille de David, ses voisins, les amis, aucun n'était compatible. Pendant ce temps, la respiration de David devenait de plus en plus faible, plus rapide. Son cœur battait comme pour retenir ce qui lui échappait. Puis, son cœur s'est arrêté et David est décédé. Nous avons tenté de le réanimer, mais sans succès. On ne peut pas ramener un corps à la vie dont le sang ne transporte plus la vie. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Marie, sa mère, elle a crié, elle a pleuré. Son cri a retenti dans tout le centre de santé. C'était un cri de douleur, mais c'était aussi le cri d'un système qui a échoué. Pour éclairer cette histoire, j'ai invité un aîné médecin dont la voix est précieuse. Dr Bachir Abdel Salam est médecin spécialiste en médecine tropicale et chirurgien général, titulaire d'un diplôme d'études spécialisé en chirurgie générale et d'un DES en santé du travail. Il est actuellement chef du service médical de l'hôpital de Pokola, où il coordonne les activités cliniques et assure la prise en charge médicale et chirurgicale des patients dans un contexte rural à défis sanitaires complexes. Son expertise couvre également la prévention des maladies professionnelles et la santé communautaire. Écoutons Dr Bachir Abdel Salam. Alors, le paludisme constitue un véritable fardeau dans notre système de santé. Environ 50% de nos consultations et de nos hospitalisations en milieu rural sont liées au paludisme. Première cause de mortalité de l'enfant de 0 à 5 ans, il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Le plasmodium est transmis à l'enfant par la piqûre de moustique, la mufelle femelle.
une fois dans le sang, le plasmodium va aller infecter les cellules du foie pour se multiplier au niveau hépatique. Et donc, après la multiplication hépatique, les micro-organismes qui vont sortir du foie vont aller infecter les globules rouges. Et au niveau du globule rouge, le parasite va également se diviser et le globule rouge finit par s'éclater. Et après l'éclatement des globules rouges, les parasites sont largués dans la circulation pour aller infecter d'autres globules rouges. Donc, comme on vient de noter, le paludisme est donc responsable de l'éclatement des globules rouges, c'est-à-dire de l'hémolyse, de l'anémie. L'anémie est une complication très fréquente du paludisme chez l'enfant. Un autre facteur aggravant vient favoriser l'anémie, aggraver l'anémie chez l'enfant, c'est le fait que chez certains enfants, nous pouvons avoir une carence chronique en fer. Donc, ces enfants qui ont une carence chronique en fer vont faire une anémie chronique par carence martiale. Et donc, le plasmodium qui vient se greffer sur ce terrain d'anémie chronique par carence martiale va faire en sorte que le taux d'hémoglobine va rapidement chuter pour atteindre des taux inférieurs à 5 grammes par décilitre. Autre complication, il faut dire que le plasmodium a également un tropisme pour le système nerveux central. Il va entraîner des complications à type de convulsions, de coma, c'est ce qu'on appelle le neuropaludisme. L'autre appelle le paludisme grave forme neurologique. Il y a également d'autres complications telles que l'hypoglycémie, c'est-à-dire la baisse du taux de sucre dans le sang, une défaillance respiratoire, une défaillance circulatoire, une hémoglobinurie qui va se caractériser par des urines d'aspect Coca-Cola. On peut également avoir une insuffisance rénale due au paludisme. Alors, comment faire pour minimiser le risque de survenue de complications et d'éviter ainsi les fatalités? Il faut d'abord commencer par déconseiller l'automédication parce que certains parents, devant une fièvre chez l'enfant, vont commencer par donner du paracétamol, ce qui n'est pas mauvais, sauf qu'ils vont donner son traitement étiologique, garder sous paracétamol pendant 3 à 4 jours, ce qui fait que la maladie va s'aggraver et donc ils vont arriver tardivement à l'hôpital au stade de complication. Devant les signes de paludisme, fièvre ou d'autres signes, rapidement se rendre à l'hôpital pour qu'un diagnostic précis soit posé et que le traitement soit débuté à temps. Diagnostic précoce, traitement précoce, ça permet d'éviter les complications. Il faut également mettre à disposition dans nos centres, surtout en zone rurale, les outils de diagnostic du paludisme, notamment les tests rapides, la boule TPS, recherche hématozoaire. Nous en avons, mais certains centres peuvent ne pas avoir ou avoir des difficultés de s'approvisionner en tests de diagnostic. Il faudrait bien traiter les cas de paludisme simple. L'OMS recommande de traiter les paludismes simples par les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, ACT. Donc, on doit pouvoir respecter ces recommandations de l'OMS. Un paludisme simple bien traité évite qu'on arrive à des cas de complications. Autre moyen, c'est de mettre à disposition les molécules du paludisme grave, c'est-à-dire l'artésunate injectable, l'artéméter injectable, la quinine injectable, qui peuvent manquer dans certains centres de santé. Mettre également à disposition les banques de sang, parce qu'en zone rurale, souvent la transfusion se fait grâce aux donneurs familiaux. Donc, le temps de tester 10 donneurs pour trouver le bon donneur qui va être compatible avec le patient, c'est une perte de temps énorme et donc on peut arriver à des cas de fatalité. Or, si on avait une banque de sang, on a déjà tous les différents groupes de la banque, on peut juste aller prendre le sang qui correspond à l'enfant qui est malade. Autre mesure, ce sont les traitements adjuvants, c'est-à-dire tout ce qui est diazépam pour lutter contre les crises convulsives, le sérum glucosé hypertonique pour corriger l'hypoglycémie, les solutés. Tout ça, c'est important, ça devrait être disponible dans nos centres de santé. Mais surtout, nous devons mettre un accent particulier sur la prévention. La prévention passe d'abord par la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, les BILDA. C'est ce qui se fait déjà, mais on doit renforcer encore ces distributions-là. La prévention passe également par l'assainissement du milieu de l'habitat en luttant contre les gîtes larvaires
Et je vois également, enfin, d'un bon œil, la vaccination contre le paludisme. Des progrès sont en cours. La recherche avance très bien. Nous espérons que très bientôt, la vaccination sera disponible dans nos zones, surtout pour les enfants dont la mortalité est très élevée, qui payent donc le plus lourd tribut. Merci. Merci, docteur Bachir. Merci pour cette clarté, cette pédagogie et cette vérité portée depuis le terrain. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'histoire de David. Parce qu'un enfant ne meurt jamais d'une seule cause. Il meurt à la croisée de plusieurs défaillances. Et dans son cas, il y en avait 4. Le premier échec est celui de la prévention. David n'avait jamais dormi dans une moustiquaire imprégnée. Dans une région où le paludisme est omniprésent, c'est une tragédie annoncée. La prévention ne doit pas dépendre de la capacité des familles à se déplacer, à payer ou à comprendre. Elle doit aller jusqu'à elle. Quand un enfant dort chaque nuit sans moustiquaire, ce n'est pas un choix, c'est le reflet d'un système qui n'a pas fait son travail. Et dans ce système, ce sont toujours les enfants les plus pauvres, les plus éloignés, les moins visibles qui payent le prix de leur vie. Le deuxième échec, c'est l'invisibilité. David n'avait jamais été vacciné. Jamais. Personne n'est jamais allé dans son foyer. Personne ne l'a enregistré quelque part. Personne ne l'a vu grandir. Personne ne lui a expliqué les signes de danger. Quand le système vous ignore, la maladie ne vous rate pas, malheureusement. L'invisibilité est l'une des violences les plus cruelles. On ne meurt pas seulement de paludisme, on meurt de ne jamais avoir été prise en compte. Et le troisième échec, c'est le retard. Marie a attendu 3 jours avant de venir. Et nous devons comprendre pourquoi. Parce que la pauvreté retarde, l'ignorance retarde, l'absence de transport retarde, l'absence de soutien retarde. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas venir, mais c'est que chaque jour, elle espérait que la fièvre passerait. Et chaque jour, la maladie malheureusement avançait. En 3 jours, le paludisme est passé d'une simple fièvre à un tableau catastrophique. En 3 jours, la fenêtre de survie s'est lentement refermée et le système n'avait aucun filet de sécurité pour la rattraper. Et puis, il y a eu le 4e échec, le plus brutal, celui de la transfusion. Pourtant, le traitement était bon. La prise en charge était correcte. Tout avait été fait selon les normes, mais la médecine sans sang ne peut pas sauver. Elle reste impuissante. Pas de banque de sang, pas de registre de donneurs, pas de stockage, pas de coordination, pas de communication pour les groupes rares. Tout manquait. Et c'est ce manque qui a tué le petit David. David n'est pas mort parce que le paludisme était trop fort, mais il est mort parce que le système de santé était trop faible. Et pour nous soignants, il n'y a rien de plus douloureux que d'avoir le savoir, le geste et l'expertise, mais pas les moyens. C'est une blessure silencieuse qui nous suit. Une blessure qui ne cicatrise jamais. Vraiment. Les solutions existent. Elles ont fait leurs preuves dans d'autres pays africains. Elles sont simples, elles peuvent sauver des milliers d'enfants. Il est donc temps d'assurer une couverture totale en moustiquaire. Au Togo et au Bénin, par exemple, avec l'appui de la President Malaria Initiative, des équipes communautaires visitent chaque foyer pour distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnés. Elles ne se contentent pas seulement de les distribuer, mais elles forment aussi les familles à leur utilisation correcte. Un registre nominal permet de suivre chaque enfant couvert et d'organiser un remplacement tous les 2 à 3 ans. Ce type de distribution universelle permet d'atteindre plus de 80% de couverture dans certaines régions du Sahel, réduisant considérablement le paludisme chez les moins de 5 ans. 0 enfant oublié, c'est tout à fait possible. Deuxièmement, il faut déployer des équipes mobiles de vaccination et de prévention à domicile, comme le modèle RED adopté par l'UNICEF et l'OMS, certains l'appellent RED, en République démocratique du Congo et au Niger. Ces équipes intègrent vaccination, distribution de vitamine A, déparasitage, éducation sanitaire lors d'une même visite. Elles utilisent des porte-vaccins solaires qui maintiennent la chaîne de froid même sans électricité. En RDC, ce système a permis de vacciner des milliers d'enfants jusque-là invisibles en apportant les services directement dans les villages plutôt que d'attendre que les familles se déplacent. Aucune famille hors du système, c'est réalisable. Et troisièmement, il est essentiel de former et d'équiper les agents de santé communautaire selon le modèle ICCN développé par l'OMS et déployé avec succès au Rwanda, au Malawi et en Éthiopie. Ces agents reçoivent des tests de diagnostic rapide de
de paludisme, des antibiotiques pour les infections respiratoires, du zinc et des SRO pour la diarrhée, ainsi qu'une formation pour reconnaître les signes de danger. Au Rwanda, plus de 45 000 agents communautaires ont été formés, permettant de traiter le paludisme simple dans les 24 heures. Ce système a contribué à réduire la mortalité infantile de près de 60% entre 2005 et 2015, en comblant le fossé entre les communautés et les centres de santé. Un diagnostic rapide, un traitement immédiat veut dire une vie sauvée. Quatrièmement, il faut créer des banques de sang régionales et des registres numériques de donneurs, comme le système développé au Kenya et en Tanzanie avec l'appui de l'OMS et du CDC. Au Kenya, la plateforme M-Donor envoie des text messages à plus de 150 000 donneurs enregistrés pour organiser des collectes mobiles ou répondre à des urgences. Pour les groupes rares, par exemple comme le B négatif de David, un réseau interhôpitaux permet de localiser le sang disponible en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Des frigos solaires assurent la conservation du sang, même dans les zones sans électricité stable. Cela rend possible la décentralisation des banques de sang vers les districts ruraux. Donc, David aurait pu être sauvé avec ce système. Enfin, il faut instaurer un système d'analyse de chaque décès infantile évitable, comme le pratiquent déjà l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal avec l'appui de l'OMS. Chaque décès fait l'objet d'une revue impliquant l'équipe soignante, les autorités sanitaires locales et parfois la famille. Cette revue permet d'identifier les causes évitables, les délais de prise en charge et les défaillances du système. Au Ghana, ce système a révélé que près de 70% des décès néonataux étaient liés à des retards dans le transfert, conduisant à la mise en place d'un système d'ambulance dédié. L'analyse systématique transforme chaque tragédie en leçon, permettant de corriger les failles avant qu'elles ne coûtent d'autres vies. Comme d'habitude, toutes ces solutions existent. Elles ne demandent pas la lune, elles demandent qu'on reconnaisse que le paludisme ne tue pas seulement à cause du parasite, mais à cause d'un système qui laisse les enfants exposés, invisibles et sans recours. Voici ce que nous exigeons des autorités. Premièrement, intégrer la distribution universelle des moustiquaires dans les plans nationaux de lutte contre le paludisme avec un financement régulier. Déployer des équipes mobiles de vaccination et de prévention dans toutes les zones enclavées avec un calendrier régulier et prévisible. Comme ça, les familles ont le temps de se préparer à les recevoir. Former, équiper et superviser des agents de santé communautaire capables de diagnostiquer et de traiter le paludisme simple au niveau du village. Créer des banques de sang régionales connectées par un registre numérique avec des mécanismes d'alerte pour les groupes rares. Cinquièmement, instituer l'analyse systématique de chaque décès infantile évitable pour identifier et corriger les défaillances du système. Parce qu'un enfant ne devrait jamais mourir d'une poche de sang introuvable. Parce qu'un diagnostic rapide ne sert à rien si le traitement arrive trop tard. Parce que la prévention n'est pas un luxe, mais c'est la base de tout système de santé digne de ce nom. Chers amis, David aurait pu vivre. Il ne lui manquait qu'une seule chose, le sang. Une ou deux poches de sang compatibles. Une ressource qui aurait dû être là, disponible, accessible, mais elle ne l'était pas. Sa mort n'est pas un accident, c'est le résultat prévisible d'un système qui a échoué. Et ce système, c'est nous qui le construisons. C'est nous qui décidons où vont les ressources qui méritent d'être vues et qui méritent de vivre. Quand un enfant meurt d'une poche de sang introuvable, quand une mère attend 3 jours avant d'emmener son fils mourant, quand un village entier reste invisible aux yeux de la santé publique, ce n'est pas de la fatalité, mais c'est de l'abandon. La santé rurale n'est pas un débat théorique qu'on peut remettre à plus tard. C'est une urgence nationale. C'est une question de justice, c'est une question de dignité et c'est une responsabilité qui nous concerne tous. Pour chaque David, pour chaque mari qui a porté son enfant au courant vers un espoir qui n'existait pas, pour chaque soignant blessé par ce système trop fragile, trop long, trop injuste, je continuerai à parler. Parce qu'aucun enfant ne devrait mourir d'une poche de sang introuvable. Aucun. Et parce que tant que nous accepterons ce statu quo, nous serons complices de ces morts évitables. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez-la, parlez-en, utilisez votre plateforme, qu'elle soit grande ou petite,
pour faire entendre ces voix. Si vous êtes en position d'agir par des partenariats, des politiques, de la recherche ou un soutien, rejoignez-nous pour construire un système de santé où chaque enfant compte. Car la visibilité n'est que la première étape. La suivante, c'est la solidarité. Passons de la compassion à l'engagement. Merci d'avoir regardé et écouté. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, parlez-en et rejoignez l'appel au changement. La santé rurale n'est pas un sujet secondaire, mais comme d'habitude, c'est une question de justice, de dignité et d'équité. À très bientôt dans un nouvel épisode. Je suis Dr Grace Mabiala, médecin, scientifique social, la voix des sans-voix, debout avec et pour les populations rurales au Congo. À bientôt.